Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Open Bar avec Carl Leduc, deuxième épisode. Hey, salut, ça va, Mr. Out of Shape? Ici l'Impérial, la grandeur qui fait mal, Carl Excel, le terroriste de la lutte au Québec. Comment allez-vous, cher ami? Au numéro 1. Ben, moi, je vais aussi numéro 1. Je suis content, on est de retour. On est conséquent, notre deuxième épisode en 2 semaines. Yes. En souhaitant que les gens ont aimé la première épisode, puis qu'on attend toujours des commentaires, des feedbacks. Puis si vous avez des questions, on le répète, on va vous le répéter souvent. Envoyez-nous des questions à Mr. Out of Shape, au Jobber, à Gabriel Smith, puis je vais faire en sorte de pouvoir répondre, puis vous donner mon state of mind sur des sujets qui peuvent être aussi difficiles, aussi pointueux, puis aussi sur n'importe quoi. Je vais trancher la question, puis ma vision, puis donner mon opinion. Ben pour La vérité peut choquer. La vérité va peut-être pouvoir choquer parfois, mais ça fait partie de la game, je crois. Pour le troisième épisode, je pense que je vais faire un statut sur Facebook pour savoir si les gens ont des questions pour nous autres tout court. Excellent. C'est une bonne. J'y ai même pas pensé, mais c'est une bonne idée. Donc, ma première question, c'était comment as-tu trouvé Double Nothing? Là, tu m'as appris ce matin que tu l'avais pas vu. Non, honnêtement, je ne l'ai pas vu. Écoute, depuis le coronavirus, puis avec mon travail aux quelques mois, ça ne l'a pas relâché. Au contraire, je fais plus d'heures que jamais que j'en ai fait en ce moment. Je fais plus de 60 heures semaine. Je me lève à 2h30 du matin pour être en poste à 4h du matin sur la route. En lien avec mon travail, puis c'est des chiffres de 12 à 14 heures par jour. Comme vendredi, je viens de finir un 14 heures, une semaine de 65 heures. Alors, à la fin de semaine, le samedi, c'est repos. Puis dimanche, je reprends ce que j'ai manqué de l'actualité ou quelques trucs et tout. Puis non, j'ai pas eu le temps de m'arrêter ou de le revoir, le pay-per-view. Mais si tu me poses des questions, puis tu me mets un peu dans le cadre de la situation, c'est sûr, je vais avoir une opinion, je vais être capable Parfait. d'être capable de montrer de l'autre côté puis d'un autre œil pourquoi la chose est arrivée. Ben, on va en parler un peu, mais pas des combats. Écoute, j'ai fait hier le topo avec mon équipe de Jobbers, nos commentaires sur l'événement. Là, on s'entend qu'un match de lutte, c'est un match de lutte. Là. On pourra en parler 15 fois, mais comme tu dis, une source à spike, c'est une source à spike. Dépend comment tu mélanges. Exactement. Mais t'es-tu surpris de savoir que Double or Nothing est vraiment l'événement de lutte en ce moment qui a été le plus écouté? Ben non, pas surpris dans un sens, là, tu sais, avec qu'est-ce qui se passe avec la WWE, toutes les controverses les controverses qu'il y a eu dernièrement, est-ce que c'est des fausses ou vraies controverses, peu importe. La WWE on dirait, sont en forme de reconstruction. Mm. Alors, l'élite a comme déstabilisé les plans de la E. Là, on voit tranquillement qu'ils deviennent une compétition directe à la E. Au début, avant même que ça a commencé, tout le monde glorifiait la E, était prêt à glorifier la All Elite au départ de la E. Ils ont commencé leurs activités, la All Elite. Ils ont eu quelques ratés. Ça en est venu aussi à certains points une sorte de risée. Les fans les fans mordus finis de la E ont commencé à embarquer puis rire du produit. Puis tout à petit, ils n'ont pas paniqué, puis ils ont gardé leur plan, puis leur route, puis leur chemin en ligne droite. Puis là, avec quelques libérations de la E, avec les nouvelles signatures de certains noms auxquels que leur stardom était comme limité et leur ascension était comme stoppée à un certain niveau à la E,
mais que si en sortant de la E avec la popularité et la reconnaissance qu'ils ont reçue mondialement faite par la E, ben, il peut être un meilleur fit pour l'All Elite, puis il pourrait être les Stone Cold et The Rock de cette promotion-là. Puis quand on parle des Ambrose, cette compagnie-là, Brody puis Matt Hardy, puis là, on a vu un des meilleurs tag teams, je crois, en ce moment des 5 dernières années, qui a traversé l'autre bord avec un nouveau nom, FTR, je pense. C'est pas Fear de. Je me souviens plus c'est quoi le dernier. Fear the Non, mais Reality. Il y a un truc comme ça. un truc de même, mais quand même. Est-ce que ça a été une apparition réussie? Pour certains, oui. Est-ce que ça a été une apparition grandiose? J'ai vu quelques séquences passer sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça, c'était correct. C'était simple et correct et basic. Puis Oui. des fois, c'est le secret parfait pour commencer ou lancer de quoi, que quand tu essaies de faire ça trop compliqué au début, ben, tu peux perdre certaines personnes. Simplicité égale base égale succès dans certains cas, puis ils ont semblé réussi. Mais j'aime le fait. Dans la lutte, c'est ce que j'aime. Quand tu écoutes un show de lutte, que ce soit, mettons, le TV Weekly ou juste un pay-per-view, qu'il y ait une surprise. Pas obligé de l'annoncer comme tu viens de le mentionner, faire ça simple. Tu ne seras pas déçu parce que justement, tu as l'effet de surprise en partant. Bon, on s'en attendait, mais à Cam, mais leur Elite l'a pas trop tenté non plus. Fait que ça a fait oh my God un petit peu plus. Ça dépend comment qu'ils l'ont mis en situation aussi. Puis aussi, dépendant aussi d'après des contrats aussi, puis ce qu'ils peuvent dire ou pas, suite à ce qu'il y a des ententes là, après départ qui ont été signées ou pas. Là. Le fameux 90 jours pour dans certaines personnes ou certains cas. Là. Il y a aussi Brian Cage qui a fait son début à Double or Nothing. Encore, lui, ça va être un drôle de fit, je pense, parce qu'il est tellement été identifié à Impact Wrestling puis TNA. C'est comme Monsieur TNA, là, genre Monsieur Impact, là. C'est comme un. On va voir. Ouais, on va voir comment ils vont l'utiliser, puis tout, lui, mais ça commence à être intéressant. Autant que je peux être un peu comme déçu, que automatiquement, dès qu'une personne quitte la WWE traverse automatiquement l'autre bord, comme qu'on voyait dans le temps entre la E et la WCW qui s'échangeait quand les contrats finissaient, ben ça switchait de camp. On voit encore le même phénomène 20 ans plus tard. Puis à la base, dans l'élite, disaient qu'ils voulaient être différents puis pas nécessairement embaucher du monde de la E. Je comprends qu'après leur contrat, les gens qui ont signé avec la E, ils ont besoin aussi de gagner leur vie puis tout, mais aussi avec la popularité puis les indies, je croyais qu'ils voulaient donner la chance comme ils ont donné la chance comme à des personnes comme Butcher and Blade, qui n'auraient jamais eu la chance à la E, c'est justement Stu Grayson et Evil Uno. Là, en plus de signature, ça va enlever des potentiels talents de ce calibre-là qui n'auraient peut-être pas une chance ou qui n'auraient pas le fit à la E, mais qui pourraient très bien fonctionner puis performer puis avoir une belle chance avec la compagnie All Elite Wrestling, mais ça enlève tranquillement des places, je pense. Mais, c'est ça que pour ces personnes-là. Mais je regardais ça justement hier dans mon épisode des Jobbers. On disait justement qu'ils faisaient un peu comme la WWE, ici les gars de la E, puis mettons de les promouvoir. Mais comme mettons Brody Lee, il n'a jamais eu vraiment sa chance à la WWE. Non, c'est vrai. Mais ouais, il a peut-être jamais eu la chance parce qu'il n'avait peut-être pas le fit du look de Stardom que la E voudrait qu'il soit pour être dans les tops. Mais pour le style indie, ça serait. Tu prendrais Brody Lee serait meilleur star dans un indie ou un major comme la All Elite que, mettons, on prendrait un Stone Cold, exemple. C'est une grosse comparaison, mais juste pour que le monde voit la métaphore, puisque j'essaie d'expliquer, Stone Cold à la E, il peut être sur le top, mais de manière qu'il pourrait l'utiliser dans une fête comme la Elite ou autre chose, est-ce qu'il y aurait eu le même impact ou le même stardomship qu'il y a eu ou qu'il a reçu? C'est comme des fits. Il y a du monde qui sont made qui fit le moule de la WWE. Sans la WWE, il ne serait pas le lutteur qui serait.
Puis il y en a d'autres que dans le fit de la WWE, ben, à l'intérieur où le Spirit il meurt, puis il perd toute passion, là, puis sont comme pris dans une. C'est comme sont pris dans un moule. C'est comme la WWE, là, c'est comme une usine, là, une usine à chaîne, hein. Oui. Tu prends, t'es un numéro dans le fond, puis puis on dit quoi faire, puis c'est ça qui est ça, là. T'as aucun espace de liberté de créativité, à moins que tu atteignes un certain niveau ou un certain plateau que tu peux avoir un saying, mais c'est très, très rare qu'on va laisser parler les gens s'exprimer à leur valeur. Puis aussi, il faut qu'ils contrôlent parce qu'ils veulent contrôler leurs produits, parce qu'ils veulent pas. Ils ont une image, ils ont un but, puis ils ont des storylines. Puis s'ils laissent liberté trop aux lutteurs, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va déborder de leur cadre et de ce qu'ils veulent faire de la manière qu'ils sont là. Un peu qui est arrivé avec Hulk Hogan à la WCW. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'ai adoré le Hulk Hogan à WWE, de la WWF du temps. Puis après, mais ouais, quand les personnes commencent à tout décider eux autres mêmes, là, c'est qu'ils pensent pas aux autres, ils pensent juste à eux autres. Puis c'est très dur là, d'être partial. Veux pas, là, inconsciemment, t'es pas partial, puis tu te regardes juste toi, puis tu oublies les autres alentours quand tu as besoin des autres pour devenir ce que tu veux être. 2 petites questions. Ouais, On va y aller par la plus simple. Je me fais ouais, poser souvent. On voit ouais. plus Stu, Grayson puis Vuno. C'est-tu parce qu'ils sont bloqués au Québec à cause du virus? Ouais, ben là, présentement, ce que j'ai pu comprendre, puis ce que j'ai pu apprendre aussi, c'est par rapport les frontières sont bloquées entre le Canada et les États-Unis. Puis ça, c'est un autre mauvais timing, tu sais, par rapport à ça. Puis tu sais, j'ai peur, puis j'espère qu'ils auront leur chance après quand les frontières vont rouvrir, puis que ça les empêchera pas, parce que la lutte, là, c'est un moment de timing, hein, tu sais, tu peux avoir signé, tu peux avoir eu plein de promesses, puis tout. Puis un mois plus tard, tout peut changer, tout dépendant qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché dans les plans, puis tout. Fait que je leur souhaite qu'ils leur gardent une place quand ils vont avoir le droit, accès à vouloir retourner travailler. Puis même si c'est un besoin considéré comme un besoin essentiel, la lutte aux États-Unis, eux autres, c'est des Canadiens. Fait que traverser la frontière pour tout de suite, c'est interdit à eux autres mêmes en ce moment-là. Je crois que. Mais on s'est fait dire qu'ils travaillent sur la situation. Parce OK. que, en espérant que c'est vraiment vrai ou que c'est pas juste une réponse de politicien, là. Mais je crois que leur place va être encore là parce que pour vrai, je me souviens plus du nom des deux autres qui sont avec Brody Lee en ce moment. Je pense que c'est John Silver. C'est comme une équipe de jobbers à All Elite. Puis honnêtement, euh, sur le Dark Order, il manque les deux gars avec Brody Lee. Fait que je pense qu'ils tiennent le fort le temps que les deux autres arrivent parce que pour vrai, Ah, je le souhaite, parce que, tu sais, Uno, là, c'est sa force, là. Quand il fait une promo, il croit là, à son talk, puis tout, puis, tu sais, il a le might stick, puis tout ça, puis dans le ring, il a sa base solide auquel tout le monde peut croire. Puis t'as Stu qui est Stu, là. Stu, c'est euh, une machine silencieuse. Il n'y a pas besoin d'avoir du mic work pour qu'on puisse reconnaître son talent. Alors, je le souhaite beaucoup, 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 parce que au début, c'était beaucoup prometteur, puis ça a été dur pour eux autres, leur début avec le public américain, de se faire connaître, parce qu'on sait qu'un public américain, ça peut être un public autant difficile que facile, surtout envers les outsiders, puis surtout quand c'est what the fuck, c'est qui eux autres, on les connaît pas, puis tout ça, mais c'est ça la beauté de la chose. C'est justement, c'est ce qui était la base de leur élite. On voulait avoir des top talents qui n'étaient pas nécessairement connus, qu'on voulait faire découvrir au monde. Tu sais, que c'était pas nécessairement du monde qui provenait de WWE, là, tu sais. parfait. Puis ma deuxième petite question. On sait que là, aujourd'hui, tu as un centre de développement à WWE qui est la NXT. À l'époque, à WCW, il y avait le Power Plant. Puis même à l'époque de City Raw, il faisait affaire beaucoup avec le Donjon des Arts. Ouais, mais la E faisait affaire avec Bret Hart, qui avait un semblant camp dans sa maison. Il y avait un ring de la WWE, puis l'entraîneur, c'était euh, Leo Burke, Leo Burke du Nouveau-Brunswick.
qui était un lutteur très fort, populaire. C'était un des meilleurs heels des années 80. Là. Partout qu'il a passé, il était sur le top, Mr. Leo Burke. Puis aussi, tu avais Tennessee aussi, auquel que tu des. Dans ce temps-là, en 96, il n'y avait pas vraiment de power plant ou de NXT comme le Power Center là, en Floride de la WWE. Tu avais quelques territoires comme au Tennessee, puis quelques endroits auxquels tu as ce contrat de développement. Developmental contract, ça se situe entre 50 et 80 000 US qu'on donnait annuellement pour que tu puisses t'entraîner puis aller dans un camp de lutte. Mais. Fait que c'est beaucoup de monde, là. Il y a beaucoup de. Tu sais, il y a eu des Glenn Kalka de ce monde, un Canadien football player qui a commencé avec un contrat de développement. Ben lui, il est allé s'entraîner chez Brett. Puis lui, Okay. il t'a payé 80 000 US par année juste pour s'entraîner chez Brett, aller au gym puis faire le tout, là, tu sais. C'est de l'argent pour l'époque en plus? Ouais, ben pour l'époque, on parle de 20 ans. Ouais, mais c'était comme ça, c'était entre 50 et 80 000 US, un contrat de developmental. Mais tu n'étais pas garanti à la fin d'avoir ta place à la E, parce qu'il y a eu un autre lutteur dans les années 90, il y a eu Brackus. C'est un genre de, tu sais, Brad, tu t'en souviens pas, t'es trop jeune. Je dois être trop jeune, oui. Les 97, ils ont essayé de le monter. C'était un genre de... C'est un genre de personnage, je voulais le montrer comme un barbare, tu sais, comme Conan le barbare, là. C'était musclé, c'est un bodybuilder originaire de l'Allemagne. Puis lui, il est parti Calgary. Il est venu à Calgary avec un contrat de 80 000 US de developmental juste pour s'entraîner, puis s'entraîner avec chez Brett, au camp de Brett. Puis ça n'a pas fonctionné? Très limité, très limité. Il y a Jeff Jarrett qui a dû lutter contre lui puis le mettre au Raw en Allemagne, puis ça ne s'est pas bien tourné. Ça n'avait pas bien passé non plus le match. Puis il n'y a pas eu de respect aussi dans le vestiaire parce qu'il était très, très limité dans les pour le côté lutte, dans sa base de lutte. Là, il l'avait pas compris, il n'avait pas catché, puis il était très, très mécanique. On sait que dans le temps, Vince, il y avait beaucoup de c'était encore valide, puis c'était encore crédible, mais tu sais, les bodybuilders, Vince trippait beaucoup ses bodybuilders à l'époque aussi, puis tout, puis c'était son genre de personnage qu'il voulait voir à la lutte. Mais sauf que ça n'a pas marché. Ouais, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Non, c'est plus d'actualité. Fait que ouais, il y en a eu plusieurs qui ont eu des contrats, mais qui n'ont jamais vu le jour là, avec la compagnie. Là. Mais est-ce que tu crois qu'à suite à tout ça, la All Elite Wrestling aurait besoin de ça? Besoin de ressembler à la E? Non, d'un style de WCW Power Plant ou d'un Performance Centers de la E. Ah, mais tout est dans leur plan. Il y a déjà des coachs attitrés là, en arrière. Tu as Bob Gard, qui est comme l'entraîneur en chef. Puis tout, là, ils n'ont peut-être pas un endroit spécifique encore, peut-être de connu ou de mentionné, mais c'est dans les plans. Là, t'as une équipe backstage qu'on voit pas, qu'on connaît pas, qui a des noms de renommée, qui travaillent avec les jeunes à les pousser puis à les rendre meilleurs là, en ce moment. Puis tu sais, on se souvient quand l'All Elite a commencé, ils ont eu un problème d'arbitre, tu sais. Puis ils ont vu, puis on a réalisé, puis moi, ça fait des années que je le dis, ça fait au-dessus de 20 ans, l'arbitre est aussi important que le lutteur. Tu peux avoir deux bons super lutteurs, un contre l'autre qui fait le match, mais si ton arbitre est pourri, là, ben, tu viens de diminuer la qualité de ton match, puis des intensifications de tes pops au moment voulu que tu veux que que la foule a eu ou a crié. Tout simplement. Puis là, avec l'amélioration qu'ils ont eu avec les arbitres, ils ont travaillé beaucoup hors caméra avec les jeunes. Tu vois que les arbitres, ils font encore des erreurs, mais ils deviennent meilleurs, sont meilleurs, puis ça améliore la qualité du match. Elle s'appelle comment la fille, là? Aubry? Ouais, j'ai aucune idée, là. Il y a la fille qui est là-bas, là. Ouais. Probablement la Mary Ref qui est pas en ce moment. Pardon? C'est probablement la Mary Referee qui est pas. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Bon, ben tu vois, mais quand il est dans un match, tu mettrais là, elle, avec deux lutteurs qui font un match, puis tu refais faire le même match avec un autre arbitre différent,
tu vas voir la qualité du match va être différente. Je suis bien d'accord. L'arbitre, là, est très important. L'arbitre, il faut qu'il ait le sens du timing. C'est comme en humour, on entend souvent dire les humoristes, je vais faire une comparaison avec l'humour pour que ceux qui ne sont pas nécessairement amateurs de lutte puissent comprendre un peu de quoi qu'on parle. C'est souvent ils disent je peux faire la blague à Saint-Hyacinthe, le monde va rire, je la refais le lendemain à tel endroit, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ils remarquent souvent que une question de virgule, d'intonalité, puis de timing, comment ils ont retardé. Si on retardé d'une fraction de seconde, si ça a tout changé le mécanisme du punch pour auquel que le monde réagisse, mais c'est la même chose avec la lutte. Je suis d'accord. C'est la même comparaison. C'est la même comparaison. Donc, deuxième sujet qu'on va parler. Le main event de Double or Nothing s'est passé dans le stade de football des Jaguars. Je ne me souviens plus exactement le bon nom, là, mais on sait que c'est le stade de Jacksonville de football qui est pour les Jaguars. Ça a dû être une ambiance écho. Boboff. C'était. Écoute, tu entendais la foule. Il y avait quoi, environ 30-40 lutteurs dans l'arène de All Elite Wrestling. Puis c'est ça que tu entendais. Tu entendais les gens de l'arène gueuler dans le stade. Ça paraissait quasiment pas. Puis ils ont fait comme un peu. Tu sais, ils se sont dit, on va le redifférer. J'imagine comme que c'était un pay-per-view parce que Vince a fait un moi, là, je sais peut-être pourquoi ils l'ont fait dans un stade. On a parlé avant de rentrer en ondes, avant de commencer le taping du show. J'ai mis une opinion, puis là, ça l'a mûri, c'est le temps de mûrir, puis tout ça. La WWE a fait son WrestleMania au Performance Center. OK. Elle a fait son WrestleMania au Performance Center. Vrai ou pas vrai? Vrai. Est-ce que ça a eu l'allure du pay-per-view de l'année, le gros show de l'année, qui est habituellement dans un stadium vendu à au-dessus de 100 000, ben, des 80, 75, 90 000 personnes? Non. Non. Ça l'a fait comme un show de télé ordinaire. Oui. Puis ça l'a déçu beaucoup de fans, même si on sait que les fans ne peuvent pas se déplacer en salle à venir voir le show. Voyant ça, l'All Elite, c'est sûr, le père du propriétaire de l'All Elite, on sait que c'est lui qui a mis l'argent, le père, un stade. Ça leur a coûté très peu de frais de location, laisse-moi t'en passer un papier. Et ça l'a fait une différence. Tu me dis pourquoi ça a été le pay-per-view le plus regardé? Parce que l'image a fait différent des shows hebdomadaires qu'ils présentaient. Alors, ça faisait de quoi voir. Puis ça a créé un happening sans spectateurs, juste par l'ampleur du stade puis du venue pour faire l'événement comparativement au Power Center en Floride de la E. Puis, ce qui est bon, tu sais, tu le sais que le stade est vide. Puis, ils ont utilisé chaque point du stade pour faire des bonnes captures, tu sais. T'as comme... écoute, le gars, il se... Puis aussi, bon, ça explique pourquoi les stunts qu'il y a eu en dehors du ring puis qui ont pu monter à la tour du dernier banc pour essayer de faire de quoi, pour montrer cette fois-ci qu'il y avait de l'espace, qu'il y a n'importe quoi pour arriver puis qu'on devait rester attentif. Parce que là, on était habitué semaine après semaine à avoir un plan. Mais écoute... Un plan télévisuel qui ressemble semaine après semaine. M'a te conté un segment qu'il y a eu dans le combat, puis moi, ça m'a fait triper. C'est Proud and Powerful, donc les Artis puis Santana, c'est ça leur nom, Santana, qui se pognent contre Matt Hardy, ils sont 2 contre 1. Il pogne Matt Hardy, il pitch dans l'eau, il essaie de le nailler. Il se relève de l'eau. Là, avant de se pitcher dans l'eau, il est en Broken Hardy. Pas de chandail. Il sort de l'eau. Mais je pense qu'ils sont fait critiquer pour ça, hein, par exemple, par la suite. Ben, c'est parce qu'ils ont sorti... C'est touché avec la E qu'un de ses anciens talents meurt. En tout cas, c'est touché. Ouais, c'est ça. Ils ont utilisé les anciens talents, les anciennes gimmicks. Mais juste le fait de dire, regarde, le match est différé. On peut faire ce qu'on veut. Fait qu'il sort de l'eau avec un chandail, puis j'ai fait... Il me semble qu'il y avait un chandail. Il n'y avait pas de chandail quand il était dans l'eau. En passant, c'est ma blonde qui m'a le fait réaliser. Fait que, là, ils ont rajouté des détails et des effets spéciaux en coupant le combat puis mais tu vois pas, en le rebootant. Wow. Parce qu'ils mettent la caméra sur les mains de Santana qui est en train de le nailler.
Puis quand il recule la caméra, ben, il sort de l'eau avec un chandail. Là, tu te dis, il a mis son chandail où? Ben, c'est tout Ouais, mais peu qui a tout changé. ben, sais-tu quoi? L'avenue du coronavirus, ça va peut-être faire changer aussi certaines choses de la lutte. Ça fait des années qu'on attend quand il y a une nouvelle promotion, tout ça, les autres. On va changer la lutte! On va faire ça différent comme les autres! Mais ça finit, là, C'est pareil. ça finit toujours pareil ou ça finit toujours en échec ou quoi de même. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, ça prend, tu sais, pour se rendre, tu sais, pour quelqu'un là qui dise qu'on va mettre Vince à terre ou quoi de même, ça, faut que tu pars avec des millions et des millions et des millions et des millions, des centaines de millions comme la All Elite a pour espérer que, comme quand la WCW avait des millions, millions, millions aussi, avait un open book check, qui ont réussi à coter à venir. Là, le mandat de la All Elite, c'est d'arriver à faire ce que comment il s'appelle déjà? Ce que Bischoff a fait, mais de le garder plus que 83 semaines consécutives, numéro un, mais de le garder à long terme, puis de rester là, puis de faire que la E devienne numéro 2. Ça va être ça le combat dans les prochaines années. On parle pas aussi de 2 ans, on parle Ben, de c'est un 5, repeat de. 6, 7 ans. Là. Ouais, mais c'est un repeat de 20 ans plus tard. Là. Oui. Puis, Avec. dans 20 ans, dans un autre 20 ans, ça va être encore quelqu'un d'autre qui va vouloir essayer de débarquer l'autre. Puis, les changements d'à propos, on la critique beaucoup, là, Vince McMahon et compagnie de la WWE. Mais on peut dire en ce moment, tu sais, beaucoup de monde disait que Cirque du Soleil, c'était plus gros en entertainment que, que la WWE. Mais on voit qu'ils n'ont pas su passer à travers de la crise, puis qu'ils sont dans le déficit d'1 milliard en raison qu'ils ne font plus de spectacles en salle. Mais la E, ils ne font plus de spectacles en salle, mais la lutte a su être créative puis d'offrir quand même un show télévisuel semaine après semaine pour garder ses commanditaires puis respecter leurs contrats de télévision pour pas qu'ils soient en pénalité. Puis c'est ces contrats-là qui permettent de passer au travers de la crise en ce moment. Oui. Et le cirque n'a pas pu s'adapter à avoir un contrat de télévision ou de présenter. Il aurait pu le présenter dans un stade vide, leur show, puis que le monde s'abonne, puis l'assit dans son salon, puis l'achète à un certain prix. Ils l'ont pas fait, ils ont toutes ces activités. Puis là, on va voir qu'il y a 5 ans, ça s'est vendu à 1,7 milliard. Aujourd'hui, on peut même pas mettre une valeur parce que c'est un show que quand tu n'as pas d'assistance, ben, tu n'as pas de revenus. Puis là, la même personne qui a reçu 1,7 milliard, il va l'acheter pour 50. Il va mettre 50 millions seulement de son argent pour racheter de la patente avec l'aide du gouvernement. Le gouvernement va accepter de prêter de l'argent, va la prêter ou va la donner s'ils n'ont pas une part de. Qui ne détiennent pas une certaine propriété sur le bien de la propriété là, qui est Cirque du Soleil. Alors, c'est fou, là. Fait La que, liberté, tu sais, le roi smart, du entertainment en ce moment. Ouais, il est smart, mais le roi du entertainment, du showbiz, ça d'abord c'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est Vince McMahon. Là. C'est vrai. Troisième sujet. Ouais. Le titre TNT. Mm-hmm. Il y avait Lance Archer contre Cody qui se battait pour le titre. Il y avait eu un tournoi qui s'est déroulé à Dynamite. C'était la finale. Ça, c'est un nouveau titre là, qui vient à... Oui. Ouais, vas-y, excuse-moi. C'est un petit peu comparé à l'Intercontinental. Là. Oh, mais je sais, OK, vas-y, mais je vais te répondre à quoi. Vas-y. Parfait. Donc, Arn Anderson accompagnait Cody. Jake the Snake accompagnait Lance Archer. Puis il y avait Mike Tyson qui présentait la ceinture. Puis là, m'a te laissé répondre, puis m'a reposé la question, ma question que je l'ai posée sur le site. Fait que vas-y. 20 ans plus tard, c'est Shawn Michaels versus Stone Cold. Oui. Puis, ben ouais, mais c'est correct parce que ceux qui n'ont pas vu ça de cette génération-là, là, parce que rappelle-toi que la génération de la lutte, c'est un public, il y a la base qui reste hardcore à tous les 5 ans, mais à tous les 5 ans, tu as du nouveau monde qui décroche puis qui raccroche. Fait que c'est beaucoup à recommencer. Tu parles de Bret Hart à certaines personnes d'aujourd'hui, ou de Shawn Michaels, ou Stone Cold, ou de Rock, si t'es pas fan, ou si t'es pas un mordu ou un passionné, j'aime mieux dire le mot passionné que Mark, parce que Mark, c'est un petit peu insultant pour ça. Oui. C'est un peu insultant là, pour certaines personnes, mais quand ils se font dire ça,
Mais à la base, tout lutteur, le premier marque, c'est le lutteur en soi, de toute façon. Euh, le plus passionné, ben, ne connaît pas ces personnes-là. C'est vrai. Tu leur mentionnes The Rock, je connais pas. Tu mentionnes Dwayne Johnson. Ah, l'acteur de cinéma qui joue dans Jumanji. Tu C'est comprends? vrai. Fait que, pour nous autres, c'est facile de critiquer ça, puis tout ça, mais c'est un remake. Ouais, c'est ça, c'est un remake. Ouais. C'est un remake. Je sais pas si. Ouais, c'est un remake. Ouais. Mais as-tu vu le titre? Ouais, non, j'ai vu le titre. Tu m'as envoyé tantôt, j'ai vu le titre. Mais ça, c'est quoi? C'est un nouveau titre qui était intégré à l'All Elite, right? Oui. Fait que au début, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont commencé à avoir. Ils ont commencé à Fédération, qu'il n'y avait pas. Il y avait aucun titre. Le premier titre, c'est le premier titre mondial qui est arrivé. Oui. Après, c'est le titre par équipe. Non. Féminin Donc, avant. féminin. Me semble. Après, tu as eu un titre par équipe. Puis là, ils font l'introduction d'une nouvelle ceinture. Mais c'est Fait que correct. c'est correct parce qu'ils vont étape par étape. Ils n'ont pas garoché 5 ceintures ou 5 championnats en partant au début en faisant la promotion, au début de leur activité d'opération. Ils ont Alors, pris c'est le temps bien. de préparer les divisions. Mais là où j'accroche, là, c'est qui est devenu champion? Cody? OK, c'est où que j'accroche, c'est là que j'accroche. Le titre, il y a une justification d'exister, il n'y a aucun problème avec ça. Mais où que j'accroche, c'est un des cofondateurs, un des cofondateurs de la promotion, Booker, qui se met champion, étant le premier champion du nouveau titre. Autre temps, autre mœurs, les Bookers devaient être les premiers champions ou devaient être des champions pendant de nombreuses années parce que c'était pour protéger le territoire. Parce que souvent, un Booker dans le territoire, c'était le propriétaire de la fédération. Puis il devait protéger ses petits. C'était comme ça, il gardait un contrôle. Puis qu'il n'y avait pas auquel que tu peux te protéger des screwjobs. Puis on tentait, autre temps, autre mœurs, de faire que le booker promoteur soit la personne la plus populaire du territoire pour pas que ça arrive. C'est pour ça que tu as des légendes aujourd'hui dans la lutte, comme Frank Von Erichs, les Funks. Tu as eu les Rhodes en Floride, Atlanta. Tu as eu à Calgary les Hearts. Tu comprends dans le temps. Mais aujourd'hui, ça a changé. Puis moi, j'ai un peu de misère avec Booker qui se met champion de sa propre fédération. Tu peux Mais avoir le beau talent puis tout. Puis Cody, comme sachant que la lutte est rendue ouverte, puis que la backstage, que toutes les petites choses qui se passent backstage est rendue en avant-plan, puis ça fait partie du show à cette heure, les shoots backstage, ben, je ne le crois pas en tant que champion. Je le croyais quand c'était pas lui, Booker. Quand il est devenu champion de la ROH, sa détermination, son courage, puis le chemin qu'il a parcouru, en étant lui, n'était pas Booker, quand ils l'ont mis champion, j'ai cru aux histoires, puis j'ai cru à son personnage, j'ai cru en ses mic work, Kiss the Ring and everything, c'était magic. Mais quand tu es Booker, puis tu te mets champion, c'est dur de rester impartial, puis de protéger le monde qui est alentour de toi, puis je trouve que Lance Archer, il aurait eu sa chance. Puis même mieux que ça, je l'aurais donné à Spear, à Sean mais Spear. Je l'aurais donné à Sean Spear pour les jobs qu'il a fait au Rhodes en début. Puis ça aurait été une belle récompense de le sortir de jobber de la E, de le monter d'une étape pour éventuellement en faire un main eventer. Pour Sean Spear, il a été dans un podcast, je ne sais plus c'est lequel. C'est un des gens qui nous écoutent. Puis il m'a carrément dit que Sean Spear avait demandé à jobber. Que la place qui se situe en ce moment, c'est lui qui l'a demandé. Ah, c'est encore drôle. C'est facile à dire. Moi, Je je sais que pense c'est facile à dire, mais c'est une réponse politique. Il n'y a personne qui aime perdre. Il n'y a personne qui aime perdre. T'es parti pour une raison parce que t'es mal utilisé, tu n'avais pas ta chance, tu n'avais pas de victoire. Tu sais, il a été capable de se séparer de son look là, de la WWE. Il s'est réinventé dans son look. Puis je trouvais qu'il fitait bien son nouveau look. Là.
Puis je fais croire en Sean Spears, je fais croire en lui. Mais moi, je crois pas à ça. C'est de la bullshit. C'est une réponse de politique, politically direct. Mais c'est peut-être qu'ils ont promis des affaires auxquelles sa chance va venir plus tard. Mais dans la lutte, c'est une question de timing. Puis si tu sautes pas sur le train quand il passe, ben, tu peux manquer, man. Tu peux manquer le voyage. Mais pour Cody, j'ai pensé à la même affaire. Je me suis dit, c'est mis lui-même champion. Puis j'avais de la misère avec ça. Mais là, il a dit Parce quoi que c'est matin? pourquoi il y a du monde alentour de lui qui le disent. Les Anderson, les vieux de la vieille, c'est toi qui mérites, c'est toi qui devrais être champion, bla, bla, papa. Fait que c'est ça qui arrive, je crois. J'ai l'intention, c'est la vieille mentalité qui prend le dessus, qui va prendre le dessus, puis qui va les conseiller. Puis là, demander, ces gars-là regardent ces personnes-là, puis ils doivent leur apporter respect parce que, tu sais, c'est des précurseurs, puis c'est ceux qui ont popularisé. Puis c'est les raisons pour qu'on en fait la lutte, ben c'est Arn Anderson, puis les Ric Flair de ce monde, là, puis les Jake the Snake, là, puis tout. Mais la réalité est que non. Moi, Mais il a mis de quoi matin? ouais. Il a mentionné de quoi dans l'entrevue? Je ne sais pas si c'est en entrevue ou un podcast. Il a répondu que le titre, il allait être Open Challenge, mais pas pour seulement des gens de la Elite Wrestling, mais pour des gens qui ne sont pas sous contrat avec la fédération. Fait que est-ce qu'il est là pour essayer de donner un peu de prestige au titre puis de le laisser après? Je sais C'est pas. pas bon non plus, là, mais il aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire ils ont mis. Ben, ça veut dire qu'ils ont fait la vieille formule. Ils mettent un gars de l'interne, d'indécision comme premier champion, pour pouvoir contrôler ce qui va arriver par la suite ou qui va amener le titre. Mais moi, c'est pas ma mentalité d'enseignement, puis tu sais, je le preach depuis des années. Mais Booker champion, là, man, là, Non, mais je sais, moi, je suis pas capable. je suis pas Mais capable. C'est comme, on est plus. Ça, on peut le changer. Moi, j'aime la mentalité old school de la psychologie de la lutte, mais l'affaire que j'aime pas, c'est le Booker champion. À l'époque, c'était justifié, mais plus aujourd'hui. tu sais, là, il lance ça. On le sait aussi que Marty Scurll, lui, il peut aller où ce qu'il veut. Puis comme par hasard, il est apparu dans le dernier épisode de Being the Elite. Là, il y a du monde qui dit que ça va. Ouais, mais encore là, moi, j'ai fait un commentaire sur les réseaux sociaux par rapport à ça, puis tout. Est-ce qu'on va voir une association de ROH puis All Elite, papa. All Elite, c'est dans leur jeu au début de ouvrir, donner une chance. C'est comme ça qu'ils vont se créer aussi un bassin en dehors de ne pas être obligé de signer juste des personnes de la E. Parce que les majors aussi ont connu une certaine popularité. Puis un Dalton Castle de ROH est connu mondialement, là. Aussi, tu sais, ces personnes-là qui font partie de ces fédérations-là, ils ont une certaine reconnaissance mondialement. Pas aussi grand niveau que la E, mais oui, ils ont une certaine reconnaissance, ils sont connus mondialement, ces lutteurs-là. Alors, moi, je pense pas que leur élite, ils ont injecté des 100 millions pour des millions et des millions et des centaines de millions de dollars pour pouvoir s'associer à long terme ou à moyen terme avec des fédérations comme la ROH ou la Major League Wrestling ou Progress ou quelque chose du genre. S'ils font un semblant d'association, c'est pour empêcher que Vince le fasse avant eux. Parfait. Puis aussi, souviens-toi que ROH, quelques mois avant qu'All Elite commence, il était on top of the world, les numéros 1, un sold out du Madison Square Garden, de leur plus gros pay-per-view de l'histoire, en collaboration avec New Japan. Un Madison Square Garden sold out, avec des têtes d'affiche de ROH, avec les Young Bucks, les Rhodes et compagnie. Quelques mois plus tard, man, All Elite commence, puis la ROH a droppé sur tous les plans. Ça les a peut-être mis en danger financièrement, puis ça a risqué leurs opérations, puis ils en souffrent encore aujourd'hui, là, tu sais. Fait que c'est dans leur jeu d'ouvrir parce qu'ils sont à la recherche de talents autres que peut-être nécessairement prendre simplement des personnes de la E en ce moment, parce que ça leur prend leur talent. Là, ils commencent à avoir des shows. Là, ils commencent à avoir leur pay-per-view commence à être fréquent, conséquent. Là, ils sont rendus à leur 3e année d'opération, je crois. Oui, ils débutent dans leur 3e année de plan. Fait que là, ils sont rendus à faire une rotation de leur talent du début, là.
Fait que là, tu vois, les MJF, on les entend plus parler. On a banqué beaucoup dans les premières années sur ce gars-là. Pouf, 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 pouf. Là, ça a comme stallé un peu, j'imagine. Ça me donne l'impression. Puis que là c'est le temps de faire. Là, MJF, ça va prendre la compétition pour qu'il revienne dans le spotlight puis tout, là, en ce moment. Mais il Fait, s'est pogné contre Jungle Boy, lui. oui, je sais, mais Jungle Boy, ça a-tu la même valeur que Non. à la hauteur de MJF? Mais on prépare MJF pour qu'il soit crédible quand il va faire face à des gros noms plus tard pour qu'on puisse croire à sa victoire. Fait que lui, en ce moment, il est en préparation. Là. Mais là, ça y prend pour pouvoir monter, ça y prend une nouvelle figure. Là, tu vas voir, ça va prendre un début de rotation de certaines personnes qui va arriver dû l'importance qu'ils vont faire. Certaines personnes, comme tu dis, Open Invitation, de tout fait confondu, puis on verra que ça va faire. La NWA l'a fait avec son Open Class Championship, mais c'est plutôt plus censuré puis Oui. contrôlé, puis c'est pas vrai. C'est une fausse réalité. Oui. Puis alors, l'élite, ça va être aussi une fausse réalité aussi de la même chose, là, dans un sens. Là. Fait que, on verra. L'avenir nous le dira, mais je te le jure que je peux pas te le jurer parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne là. sait jamais ce qui arrive. On va enlever, je te le jure, mais je te le dis que si l'All Elite passe le 5 ans, là, puis que tout va bien, puis qu'il y a encore la bonne humeur, puis qu'il n'y a pas de chicane, puis qu'on n'entend pas de scandale, puis tout va bien, mais ils vont devenir de plus en plus avec les mêmes règlements que parce que leur investissement va grossir, puis va avoir une importance. Pourquoi j'investirais puis je donnerais 1 million à un lutteur pour le voir lutter après dans une sous-fed? Ben non. Ben non. C'est ceux qui vont lutter dans les sous-fed encore parce qu'ils réussissent pas à gagner. Ils réussissent à gagner de leur vie, mais ils ont besoin des sous-fed pour arrondir leur fin de mois, comme qu'on dirait, un sideline. Mm-hmm. Mais tranquillement, tu vas avoir de plus en plus de personnes dans leur élite qui vont avoir des contrats de non-libre circulation. Là. Tôt ou tard, ça va arriver. Tu mettras pas tu peux pas investir des centaines de millions de dollars pour dire, hey, moi, je t'aimais avec tout le monde, puis yeah, let's go, je vais te prêter mon lutteur, je vais te prêter mon Hulk Hogan de ma fête pour qu'il aille dans ta sous-fête, là, pour t'aider à ta popularité. Et puis, à ce niveau-là, ils ont déjà tout dépassé. Ils ont comme, en mettant 100 millions en partant et plus, ils ont sauté beaucoup d'étapes. Ils ont acheté beaucoup d'années d'avance dans leur plan. D'autres questions. C'est la dernière concernant Elite Wrestling. Ouais. Mike Tyson. Ouais. On est obligé encore de parier sur une célébrité pour essayer de populariser un sport d'entertainment encore aujourd'hui. Ben, s'ils veulent agrandir leurs spectateurs, parce que la base est limitée aussi, puis tout en plus, en ce temps, comme la lutte est rendue, comme moi, une personne comme moi, là, en ce temps, j'ai plus intérêt à des majors ou des territoires indie, savoir qu'est-ce qui se passe en Australie, en Allemagne, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial avec une compagnie. En ce moment, mon intérêt est plus vers là. Fait que, répète-moi ta question encore. Est-ce que Mike Tyson. On parle de Tyson, mais ça peut être... Ben, je pense que oui, pour renouveler ils veulent aller chercher un certain bassin, tu sais. Dans la lutte, t'as ton bassin de base. T'as tes vendus, tes réguliers, que tu fasses que ton show soit mauvais, pourri. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils vont être tout le temps là. Là, t'as du monde, puis t'as ton deuxième rayon de bassin, t'as du monde qui viennent pas, qui vont venir, qui viennent pas, qui aiment ça. Ah, ton troisième rayon, faut essayer de bâtir que tes deux premiers rayons de ton troisième rayon amènent du monde qui n'ont jamais vu ça, puis tu espères qu'ils vont venir one time, ils ne reviendront pas, ou voir des choses qui vont revenir. Fait que là, en ce moment, il faut qu'ils aillent se chercher une clientèle. En attendant que, parce que le bassin est comme limité, là, ils se partagent le bassin, le lead, puis la E. Puis c'est pas vrai qu'il y a du monde qui regarde les deux produits, mais il y a du monde qui regarde juste un produit tel quel. Fait que pour combler les manques, ils ont peut-être besoin, ou bien peut-être qu'ils sont en manque de créativité, puis ils pensent qu'il y a aussi de couper les ponts, puis faire comme Vince qui a fait il y a 30 ans, que ça pourrait être des vedettes pour supporter ses lutteurs, pour les mettre au même niveau. Ben, why not, s'ils ont besoin de ça, man? Est-ce que c'est la bonne chose ou pas? Ah,
moi, la mode, là, c'est une tendance là, qui se démode. Une mode, ça revient aux 20 ans, 30 ans. Là, est-ce qu'on On le voit, là. revoit? Puis la roue, ça ne se réinventera pas. Là. La roue est ronde, c'est ça qui a fait d'avancer l'humanité. Si tu la mettrais carrée, ça n'aurait pas avancé comme la roue a fait avancer les choses. Alors, ouais, si ça marche, tant mieux, mais pour les remakes, moi, je ne suis pas un fan de remakes. Là, Moi ça non plus. dépend. Ça dépend. Mais tout a été fait dans la lutte. C'est très dur d'arriver avec quelque chose d'original puis vouloir impressionner quelqu'un. Il faudrait quasiment que tu vois un gars qui arrive avec un gun puis débarque vraiment puis il tire vraiment paf! Mais là, Live. C'est un meurtre en direct, mais là, on n'est pas rendu là. J'espère que ça n'arrivera jamais. Là. non, j'espère. Mais là, Jim Cornette. Yes, Jimmy Cornette! Je vais dire ce qu'il a dit dernièrement. Ouais. Je cite. Il a dit que la All Elite Wrestling était un déchet. Que Cody Rhodes, peu importe qui est dans la fédération, Jim Ross, de se décider, s'assit pas de ça. Qui ne veut plus jamais leur parler, qui espère jamais les revoir dans sa vie parce qu'il va leur dire que c'est des déchets. Il a été assez cru dans ses mots. Puis ça a été pas à coup de joli sac, mais ça a été avec des fuck you puis des fucking. Ça, c'est pour quel contexte qu'il aurait dit ça, ces propositions? Écoute, j'ai pas réussi à rien trouver. Je pense qu'il a délité son tweet. Mais de ce que j'ai compris, ça concernait Double or Nothing, si j'ai bonne mémoire. Ouais, les événements peut-être de la noyade. Peut-être. Hey, on est en 2020. Hein. Le coronavirus, ça affecte beaucoup de monde là, sur le point de mental. Là. Beaucoup de monde, leur sanité mentale en prend un coup. Mais Cornette, c'est une personne qui est controversée. Cornette, il a su être intelligent avec son argent. Je le répète souvent, être intelligent avec son argent dans la lutte. Il est maître de son opinion. Il était indépendant de fortune. C'est un personnage qui s'est créé sous la controverse, auquel il y a pas une secte, mais que sa base de fanatiques qui le suit, que ce soit pour le bien ou pour le mal, mais la controverse, ça vend. C'est un personnage qui aime se faire détester. Puis présentement, c'est son gagne-pain. Alors, je ne suis aucunement surpris que ce qu'il aurait pu dire. Puis là, après que ses propos ont été délités, ça a fait de la conversation, ça a fait des clics. Puis un haters va aller visiter ce que la personne fait sans nécessairement cliquer dessus ou quoi de même pour lui donner un certain nombre de likes. Mais dis-toi, sa publication, autant de likes que sa publication, il y a autant de monde qui l'ont lu, même sans l'avoir cliqué. Comme moi. Puis il y a beaucoup de, puis il y a beaucoup de monde qui vont dire par moment, faut pas qu'on se fasse influencer. Faut faire notre propre jugement là, sur la personne. T'sais. Jim Cornette, en dehors de son personnage, c'est peut-être la plus belle personne intérieure qu'il n'y a pas dans le monde. La personne la plus kindness, la plus gentille, généreuse. Mais là, il est victime d'un personnage auquel c'est son gagne-pain, puis auquel qu'aujourd'hui, qui juste derrière un micro, il peut en vivre là, en disant ce qu'il veut. Puis moi, je l'écoute. Tu sais, moi, j'écoute tout. Là, puis j'écoute son podcast. Je suis pour certaines choses, puis je suis contre, je suis pas en accord. Mais quand tu l'écoutes, tu sais, c'est un gauchiste. Là, tu sais. Non, mais tu sais. Oui, c'est vrai. Mais ça paraît pas quand il parle. Ça paraît un white, angry, baby boomer, white man. La catégorie de race de personnes auxquelles là, que c'est comme t'es le diable en personne. Mais au contraire, là, man, c'est un gauchiste, pro-démocrate, anti-républicain, fuck Trump. Alors, non, man, moi, c'est un personnage. Puis en plus, moi, je suis un petit peu, regarde, tu vois, je l'écoute. Peut-être que je le traiterais d'imbécile et de cave comme tout le monde. Mais j'aime mieux faire mon propre opinion sur ce qu'il dit puis ce qu'il peut penser. Puis je comprends certaines choses, pourquoi il le fait, qui est peut-être dur à expliquer, puis j'ai essayé d'expliquer à certaines personnes.
qui comprendront pas, mais c'est correct. Il était un fan des Leduc, puis de Joe Leduc, puis tu sais, puis alors, faut que ça, fait que, tu sais, puis il a été très gentil avec moi, puis il m'a déjà donné, tu sais, m'a donné de précieux conseils, malgré que j'avais aucune connaissance de la business, puis on sait qu'il est réputé à descendre les personnes qui connaissent pas la business, puis qui essaient de rentrer dans une business. J'aurais pu me faire détruire par lui, puis non. Fait que, tu sais, j'ai eu une bonne expérience avec Jim Cornette, puis c'est un gars qui est en sens puis qui barre down Joe Leduc. Fait que c'est dur pour moi, mais Tu as un non, certain non. respect, là. J'ai un certain respect, mais je prends pas tout ce qu'il fait. Exemple, quand il a parlé là, sur The Man, Becky Lynch, qu'il devrait penser à sa carrière, puis ça. C'est normal. C'est comme en politique, l'opposition, man. Même si tu arrives avec la meilleure idée, tu dis la meilleure chose pour toute l'opposition, son rôle, c'est de la détruire puis de dire le contraire. Puis après, qu'est-ce que ça fait? Ça en fait un débat. Ça crée une nouvelle. Ça crée des clics. Ça crée que tu as envie d'écouter la radio, la TV, tu vois ces réseaux sociaux, tu commentes. Ça fait une interaction. Fait que lui, c'est ça qui est. Faut qu'il interagisse. T'sais. Si pour dire Hey, Vicky Lynch, man, je te souhaite bonne chance dans ta carrière, tu le mérites ta pause, papa, ça va y amener combien de spectateurs qui ne l'écoutaient pas la semaine passée qui vont l'écouter par rapport à sa déclaration. Chaque déclaration peut amener du nouveau monde à aller écouter son podcast la semaine pour voir qu'est-ce qu'ils vont en parler ou faire suite. Là. Puis souvent, il y a tendance à mettre le feu pour après en parler sur un ou deux podcasts par après pour continuer un peu à amener la vague puis continuer à faire quelques kilomètres avec le sujet. Puis là, de là, pouf, là, t'accroches. Tu vas voir. Là, tu commences à le découvrir. Tu vas fouiller un petit peu plus qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il croit, puis tout. Tu sais, c'est comme... c'est une game, man. C'est comme dans la lutte, c'est choose your gimmick and live on it. Là, sa nouvelle gimmick, c'est ça, and he's living on it to the maximum. Puis là, il en fait une réalité, man. Une fiction réalité, puis c'est correct. Tu sais. Puis on n'est pas obligé d'être en accord avec lui non plus. Tu n'auras pas le traité de con ou de cave. Lui, ça ne changera rien dans sa vie, puis ça ne l'empêchera pas de dormir. Non, non. Tu sais, fait que, tu sais, ouais. Le décès de Anna Kimura. Ouais, elle a 22 ans, je crois. Elle a été une star de la télé-réalité. 23, non? 23, OK, mais elle a été une star début 21, on va dire. Elle a été une star de la télé-réalité avant ça, comme genre de Love Story, je pense, l'occupation version Japon. Puis elle a été peinturée comme la bitch dans l'émission. Quand je vous dis, là, la télé-réalité, c'est une fiction, là, puis que c'est arrangé, là. Mais ça l'est arrangé. L'équipe de production va comme dans lutte, va s'arranger, voir qui tu vas aimer, qui tu vas détester. Puis autant que tu peux détester une personne, autant que tu peux l'aimer par après, tout dépendant s'il y a un changement ou si elle fait quelque chose qui a fait en sorte pour qu'elle puisse changer son lien. Fait que là, elle a eu cette pression-là. Ça l'a aidé à l'amener sûrement à partir de sa carrière dans la lutte. Ça l'a aidé peut-être sûrement sa télé-réalité parce qu'elle était déjà une personnalité connue à sauter quelques étapes de la carrière pour arriver à certains niveaux. Puis là, elle a eu de la cyber-intimidation sur Internet. Moi, je pense que le tout, elle a été victime de vouloir être une vedette. Oui. Puis elle avait peut-être pas la santé mentale adéquate ou le soutien ou le support pour passer au travers de cette tempête-là. Et je suis aucunement surpris que la personne a pu s'enlever la vie par rapport aux commentaires de certaines personnes venant des internautes. C'est très facile. C'est très, très facile de faire pleurer quelqu'un. Je n'aimerais pas son nom en podcast. Ouais. Parce qu'il y en a un au Québec, dans le monde de la lutte, qui, surtout dernièrement, qui crie souvent à l'intimidation, qui dit qu'il se fait intimider en réalité. Fait que je dirais pas son nom, ben j'ai pas le goût de me faire garocher des tomates, vraiment pas. Mais ceux qui suivent vont savoir de qui je parle. Puis dernièrement, ben il était arrivé de quoi. Ouais, vas-y, ouais. Puis il parlait de ça, d'intimidation, qui se faisait intimider. Mais la personne en tant que telle, c'est pas nécessairement une bonne personne, puis c'est la première personne qui va te backstabber dans le dos, tu sais. Ouais, je comprends. Ben, c'est justement ceux qui crient aux intimidateurs sont les propres intimidateurs à eux autres, tu sais. Il y a du monde, tu sais, c'est...
Comme elle, là, elle a jamais Tu fais crié. partie de Là. la clique de certains réseaux sociaux, tu as le droit de, tu vas avoir le droit de bitcher, puis on va t'encenser, puis tu vas, hey, t'es mon héros, puis mais si toi, mettons, t'es populaire, t'es accepté par les médias sociaux, tu peux dire ce que tu veux. Je vais reprendre la même phrase que toi, puis moi, ça passera pas par rapport à la réputation, l'image que je peux projeter, ou bien ce que les gens peuvent penser de moi. Tout simplement, c'est ça. Ah, c'est un bon point. Tu sais, là, je suis pas en train de dire qu'elle, elle a peut-être couru après, c'est loin de là, parce qu'elle, elle a jamais crié à cyberintimidation. Du jour au lendemain, on a appris qu'elle se faisait, elle se faisait Ah, elle l'a gardé intimider, pour elle, puis elle parce s'enlevait la qu'elle, vie. c'est ça, mais elle est victime de vouloir être une vedette. Puis Exact. puis mentalement, elle n'était pas équipée pour. Il y a beaucoup de monde, là. Puis en plus, vouloir être une vedette aussi, puis tout ça, c'est un problème d'ego. C'est un problème de santé mentale. Là. L'ego, puis c'est quoi le mot déjà, là, qu'on est... Peut-être j'ai enflé. oublié. Non, pas être enflé, là, mais c'est l'ego, Me, moi, moi, myself and moi. I. Ouais, c'est ça. C'est selfish. Ouais, en tout cas, ouais. Avant de changer de sujet, de débarquer de la lutte, tu voulais parler un peu de Owen Hart. Ouais, c'est ça. Ça a été ben là, année C'est le après année, sujet de l'année quasiment. ouais, ça l'est revenu, le sujet de l'année, mais surtout aussi pourquoi ça l'est revenu autant sur les réseaux sociaux. Son anniversaire cette année, c'est par rapport au Dark Side of the Ring qu'il y a eu. Moi, j'ai eu l'occasion de regarder l'épisode. Comparativement aux autres, j'ai pas ben, je connaissais un peu tout, puis il y a certaines choses qui n'ont pas été dites auxquelles que moi que je connais certaines choses ou que j'ai entendues sans savoir si c'était véritable ou pas, mais un autre son de cloche. J'ai trouvé les meilleurs, peut-être à cause c'est Dark Side of Ring, je connaissais pas trop les histoires, puis c'était pour moi, j'en connaissais, mais je les ai vus comme un fan. Lui, je les ai vus comme c'était comme un ami que je voyais sa vie d'écrire à la télévision puis tout ça. Ils ont été très, très respectueux puis tout, puis il aurait pu aller plus profond, plus creux, puis ils l'ont pas fait. Puis ils ont protégé Brett là-dedans. Quand on sait Brett, il disait qu'il n'allait jamais retourner à la WWE. Puis que c'est ça. En tout cas, je sais L'argent, pas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est tout à bref. base de money. Ouais, mais ils l'ont protégé puis tout, puis c'est correct. Mais Puis je pense que c'était correct dans un sens pour ceux qui suivent pas la lutte non plus, qui ont suivi l'histoire. Mais après, quand tu vois la deuxième saison finir avec l'épisode d'Owen puis tout ça, le Dark Side of the Ring, le Dark Vader du Dark Side of the Ring, ce que tu vois là, c'est Vince McMahon, le dénominateur commun. oui. Est-ce qu'on utilise les histoires des lutteurs pour démontrer le côté sombre de Vince McMahon à travers du Dark Side of the Ring? Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas atteignable. Tu ne verras jamais accepter un documentaire ou accepter une entrevue par rapport en lien avec aucun de ces sujets-là. Alors, je ne sais pas, man. C'est une attaque envers Vince indirectement, ces Dark Side-là. Mais en tout cas, il n'y a pas une émission auquel que Vince n'a pas été mentionné. Mais écoute, toi, tu t'es entraîné là-bas, dans le Donjon des Arts. Tu l'as courtoyé, tu es en contact avec eux aussi. Je ne sais pas si c'est tous tes amis ou certains des frères sont encore tes amis aujourd'hui. Donc, Bruce Hart. Excuse-moi, je vais faire comme le premier ministre. J'aurais dû mettre mon coude. OK, c'est bon, merci. Mais Et j'ai mon pot de Purel. tu as ton Bruce Purel, ben lui, Ah, il à l'avait pas. côté, bon. Mais il y a une OK, question c'est fait, fait que je te contaminerai pas. Il y a une question que j'ai posée hier à un podcast avec mes jobbers, puis Yes. j'étais comme un peu seul qui, je pense, qui croyait ça. Je sais que ce qui ressort souvent pour Owen Hart, c'est quand il est décédé, malheureusement, la fin tragique qu'il y a eu, ils ont continué le show de lutte. Puis ça revient souvent, puis ils disent que Martha Hart veut rien savoir de le mettre au temple de la renommée suite au fait qu'ils ont continué. Je sais aussi, il y a eu des poursuites judiciaires de la Ils ont part de la continué le show ou pas, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des choses que vous avez appris que le monde ne savait pas. C'est vrai, ouais, OK. Darkseid a appris certaines choses que le monde ne savait pas. C'est qu'ils ont voulu poursuivre Martha pour breach of contract d'Owen qui ne respectait plus
Il était prêt de remplir puis finir son contrat, là, tu sais. Ça, c'est épais, ça. Mais ça, c'est quand on est poursuivi, on appelle ça faire une contre-plainte, une plainte entrecroisée pour faire annuler la poursuite un contre l'autre. Ça, c'est une tactique de défense pour essayer, c'est chien, c'est cruel, mais c'est légal aussi, puis tout. Puis elle a ses raisons, puis elle est dans son droit, puis je la comprends. Puis moi, je suis ceux qui vont respecter ça, puis que le jour que si Owen arriverait dans leur fame, faut que Martha soit en paix, puis ses enfants, puis ils ne le seront jamais. Puis je crois que ça leur appartient, puis on devrait pas critiquer, puis on ne devrait pas être fâché, puis on ne devrait pas faire des pétitions. Non. Parce que c'est pas Vince qui veut pas, c'est le trouble qu'il va avoir juridique par la suite. Puis je pense que Vince n'a pas besoin de ça en ce moment. Écoute, je la comprends. Parce que les faits sont là. C'est ce qui est arrivé. Moi, ma question, ce que je me pose, c'est peut-être que toi, tu le sais. Quand que c'est arrivé, l'événement, Vince McMahon était avec Jim Ross à la table des commentateurs. Ouais. C'est qui a décidé de continuer le show, tu penses? Vince McMahon ou ça a été une opinion des lutteurs qui ont dit on retourne finir le show? Non, il y a la seule personne qui prend la décision dans ce moment-là, l'unique et seule personne, c'est Vince McMahon. C'est pas les lutteurs. Okay. Puis le show must go on. Les lutteurs n'auraient pas continué le show. Le lutteur, c'est un employé. Il y a un collègue qui vient de décéder, ça l'affecte. Vince McMahon, lui, il pense au remboursement du pay-per-view si le show arrête. Tu as répondu la même affaire que hier. Que les autres m'ont répondu. OK. Même affaire. Même affaire. Bon, ben, regarde, c'est ça. C'est le show must go on. Beaucoup d'argent qui sont engendrés. Il n'est pas encore établi comme il est encore établi. Puis il est en compétition, puis in the beginning. Dans le progrès, ça commençait, puis il était d'être self-made, puis d'être assuré, puis tout, là, d'avoir comment on appelle ça, une fiabilité financière d'assurer. Il n'était pas comme en position encore aujourd'hui. Fait que, lui, il a l'expression qu'il dit dans le show business, the show must go on. Puis lui, il a dit, c'est ça qu'on va faire, the show must go on. Puis c'est ça qui est arrivé. Est-ce qu'on est pour ou contre? Si ça l'a révolté tant de gens, mais pourquoi les gens ont continué à l'écouter, le pay-per-view? Il aurait juste fermé le pay-per-view, puis par les cotes, par les buyers, les buyers, trop tard, ça ont été achetés. C'était vraiment conséquent avec ce que tu dis, puis tout, si tu veux critiquer ce que Vince a fait, j'espère que tu ne l'as pas regardé, puis tu n'es pas un qui continue à le regarder le restant du pay-per-view. Si tu l'as fait, puis tu dis que ça a été dégueulasse, tu étais aussi coupable, puis tu as donné la raison pourquoi, tu donnes raison à Vince pourquoi il a eu raison d'avoir continué le pay-per-view, parce qu'il savait qu'il y avait des spectateurs qui allaient continuer à le regarder quand même. Tout simplement ça. Écoute, tu t'apportes un bon point, ça revient à ce qu'on disait hier. Non, mais belle, mon amour! Excuse-moi, ma femme vient me passer. Il n'y a pas de problème. Ça revient à ce qu'on disait. On disait, à Monday Night Raw, ils font ci qui n'est pas bon, Mania n'est pas bon, mais tu vas te repluguer le lendemain, puis tu vas l'écouter le Monday Night Raw. Puis tu vas l'écouter SmackDown. Quand tu as des opportunités devant toi qui est All Elite, Ring of Honor, NJPW, qui vont pouvoir te divertir autrement, si tu n'aimes pas le produit puis tu les critiques, c'est ouais, mais à cause que, tu sais, peut-être le monde ne connaisse pas tout la ROH, le monde ne connaisse pas tout non plus New Japan Wrestling, puis tout ça. Hein. Tu sais, c'est comme quand, tu sais, le monde, quand tu écoutes la lutte ou ceux qui finissent par écouter la lutte, c'est grâce que, tu sais, c'est la WWE là, qui découvre le marché là, pour tout le monde, dans un sens. Fait tu sais, la E est un ennemi pour les Indies autant qu'elle peut être un allié pour les Indies. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, tu aimes la page de la WWE sur Facebook, on va te référer à Elite Wrestling comme page à aimer. Tu vas sur Google, tu écris lutte, tu as toutes les fédérations. Tu vas sur YouTube, tu écris wrestling, tu as toutes les fédérations. Je veux dire, si tu n'aimes pas le produit, mais que tu aimes le divertissement sportif, une petite recherche, ça va se faire. Surtout une petite recherche. Ouais, je sais. Hey, va à Montréal. Il y a des fédérations à tout coin de rue. Essaye-les. Ouais, c'est assez plate que de voir du monde
s'envoyer chier, de dire « Ah, ben le produit n'est pas bon, mais tu vas les réécouter. Ah, mais je vais le passer sur Fast Forward. » Ben, fais-les, mais tu lui donnes raison. Il va continuer à faire de la merde. Ah oui. Mais aussi, regarde l'exemple. T'as des gars qui vont le dire comme Jim Cornette qui n'aiment pas le produit puis tout ça, mais les autres, ils n'ont pas le choix de l'écouter parce qu'ils en font un métier, ils en font un gagne-pain, là, tu sais. C'est Mais comme toi non. et moi. Ouais, c'est ça. Mais moi, comme moi, je l'écoute pas vraiment en ce moment. Aucun produit en ce moment m'attire en ce moment. Non, mais Je suis comme décroché. J'ai ma tête ailleurs. C'est sûr que la lutte est d'abord ma passion numéro un, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de préoccupations sur plein d'autres choses en ce moment. Puis en ce moment, nous autres même, on est en train de réfléchir sur comment on va faire la réouverture. Puis on essaie de préparer, puis on essaie de voir comment ça va se passer, puis tout ça. On est dans nos propres oignons en ce moment pour savoir quand est-ce, puis le tout, puis on essaie de suivre l'actualité. Puis on est comme, man, on espère que le buzz va être encore là, puis on cherche les moyens à vouloir garder le buzz, puis à aussi vouloir garder le produit. C'est tellement facile à notre niveau à nous autres que au retour du coronavirus, ça va être à recommencer à zéro, man, tout ce qu'on a oui. bâti, là. Mais tu sais, Parce qu'on n'a pas la popularité de la E ou de la All Elite ou de la ROH, tu dis, man, on fait plus rien pendant tant de mois, puis que le monde y attend qu'on fasse un gros comeback. Quoi? Qu'on va être là. Fait que, au retour du coronavirus, il va falloir se relancer comme une nouvelle promotion, man. oui, je suis Avec d'accord. une certaine suite. Mais tu sais, mettons, j'arrive mercredi prochain, puis je te dis « Hey, Carl, écoute Monday Night Raw, parce qu'on va en parler. » Ben, Ouais, je vais l'écouter. tu vas l'écouter. Ben, c'est ça, je veux dire. Nous, on n'a comme pas le choix quand on veut parler d'un sujet. Ouais. Mais si j'aurais pas de podcast, la WWE, je la regarderais même pas. Mais zéro. OK, c'est ça. Fait que tu l'écoutes pour que ça donne un contenu de sujet. T'as tout compris. Et voilà. Ben ouais, c'est ça. Puis quand j'étais avec ma gang de 4 jobbers, ben, il y en a 2 qui sont attitrés à Raw et SmackDown parce que moi, je suis pas capable. T'es pas capable. Non. Ben, c'est ça. Fait que spécialise-toi auquel ce qui te passionne puis tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver après un certain temps? Là, t'es bandé sur quoi en ce moment, là? All Elite Wrestling puis NWA. Harley Wrestling et NWA, OK. Là, tu vas les écouter, tu vas les observer, tu vas les assimiler puis tout, jusqu'à temps que tu vas commencer à trouver des points négatifs, puis ça va finir par la E, puis tout ça. Fait que commence tout de suite à te préparer une nouvelle fédération à vouloir aimer parce que ça va finir que ça va faire ça aussi. Le même résultat, là. Mais je te dirais, All Elite Wrestling, aujourd'hui, je peux t'en aimer des points négatifs. Le match dans le stadium, il était loin d'être parfait. Les matchs féminins, j'y trouve encore faibles aujourd'hui. Donc, c'est des matchs que j'écoute moins. Je veux plus gosser sur mon cellulaire ou texter mes chums. Mais sinon, en général, ben, le produit est bon. J'aime les storylines. C'est sûr que j'ai un parti pris. Cody, je l'adore comme lutteur. Kenny Omega, les Young Bucks. Moi, je l'adore, mais je l'adore pas comme Booker. Non, je suis d'accord. Stu Grayson, Evil Uno, je les ai vus lutter à Montréal. J'adore ces deux gars-là. Butch the Blade, j'ai dit combien de fois, man, c'est un asti d'équipe de fou. Là, je peux y voir à TV. T'as eu la chance de les voir aussi où? À Montréal aussi. Oui, à Aubin Mathieu, man. T'es déjà vu, t'aurais pu les taguer, man. T'aurais pu t'aurais pu tendre ta main, faire la tête de la position que t'es assis. Puis ça, c'est du bon aujourd'hui que tu les vois à la TV, ça, tu sais, c'est vrai. Ben, c'est quelque chose. Puis, Mais tu les as vus avant qu'ils deviennent vedettes, là. Oui, c'est pas comme si t'aurais vu un Seido après son vétérinaire. Tu l'as vu, t'as connu la personne, puis quelques semaines plus tard, il est devenu vedette. Oui, puis tu sais, je fais la transit. J'étais là au gala de la lutte, c'est vrai, puis Big Magic était là-bas. Puis tu vois, quand j'écoute NXT, ben, faut que tu t'adaptes. C'est ça, mais quand tu vas voir un show de la lutte, c'est vrai, ou FAQ, tout ça, faut pas t'attendre aux mêmes attentes, puis il faut que tu t'adaptes parce que tu vas voir. Ce que je veux dire. Si t'attends de voir la même chose qui va se passer à FAQ ou là-bas, ben, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être déçu parce que c'est pas la même qualité. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ça. Everrise, on les voit pas. Tu regardes l'autre bord, Stu Grayson puis Bruno, on les voyait. Là, ils sont bloqués au Québec, c'est différent. Ouais. Butch and the Blade, on les voit lutter. Ouais, c'est pour ça, parce que Everrise, les autres, pourquoi on les voit? Là, Everrise, tu les vois en ce moment et tout, parce que les autres restent pas au Québec. Les autres ont déménagé. Fait que, ils restent, c'est des résidents permanents de la Floride en ce moment. Fait qu'ils n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas de problème de frontières, les autres, en ce moment. Ils peuvent voyager à l'intérieur des États-Unis. Alors, ils peuvent se rendre aux enregistrements. Puis là, en ce moment, être dans la foule pour eux autres, c'est une manière de les faire connaître tranquillement.
faut qu'ils trouve le moyen de faire connaître leur visage. Pour quand ils vont faire de plus en plus, ils vont augmenter leurs apparitions publiques dans le ring, et ça va être des identités ou des visages familiers aux téléspectateurs qui regardent via la télévision. Tout Parce que simplement. Scott Parker, on le voyait souvent FAQ dans la saison 1. Ouais. Je me souviens, il y avait une rivalité avec Tajin Dux. Ouais, mais c'est arrivé que tout a lâché puis tout a changé. On leur connaît les raisons parce qu'il était en attente de son contrat. Oui. Il était en attente. On savait beaucoup de choses pour ces deux-là, qu'est-ce qui s'en venait, mais par le respect et la confidentialité qu'ils ont demandé, ben, on pouvait juste limiter les choses pour eux autres sans trop expliquer le pourquoi. Ben. Un peu comme Stu Grayson puis Uno. Ouais, c'est ça. On peut pas rien dire. C'est certaines choses qu'on peut pas dire, qu'on sait, qu'on est pris parce qu'on n'est pas en position, puis on n'a pas l'autorité. Puis si on trahit certaines confidences qu'on a avec ceux qu'on fait affaire avec les majors, ben, nous autres, ça va nous bloquer, puis les autres peuvent nous mettre les bâtons dans les roues, puis ils claquent les doigts, puis on n'existe plus. Ben, on est comme à la merci de ces personnes-là en ce moment. J'ai un podcast de lutte. Ça peut m'arriver 2 à 3 fois par semaine. Du monde m'écrit et dit « Hey, t'as-tu vu, il s'est passé ça dans le monde de la lutte au Québec? Hey, il y a eu ça. Mais il faut pas que ça sorte d'ici. » On prend ça un break, 2 minutes. Oui, on prend un break. Puis après, on wrap ça dans les 5 prochaines minutes parce que là, oui, on prend un break de 5 minutes. Parce que la petite famille est revenue des commissions, puis là, ça va commencer à bouger, puis je peux pas les garder confinés dans la chambre, les 10 points mots, puis on t'en dit plus 1 heure, puis wrapper ça, puis c'est bon. Merci. Yes. Donc, retour d'une petite pause qui a fait du bien, encore une fois. Mm-hmm. Donc, premier sujet des 2 derniers qui restaient arrêtés. Donc, le décès de George Floyd. Es-tu au courant là, du tout? Oui, je suis au courant, là. Mais on n'a pas le choix d'être au courant, même si tu veux être déconnecté ou tu n'es pas connecté à tous les jours, ben, à la minute près sur Facebook ou les réseaux sociaux autres, c'est sûr que tu n'as entendu parler. Là. Sinon, tu dois être sur la Lune puis tu n'as aucune communication avec la Terre. Hey, c'est... Moi, l'affaire qui me fait chier là-dedans, c'est qu'il... Ben, regarde, c'est quelque chose... Ben, regarde, encore une fois, tu sais, ça a pris le coronavirus pour dire qu'on va décider d'agir avec nos aînés pour le futur puis qu'on va en prendre soin. Aux États-Unis, c'est reconnu là, qu'il y a une certaine catégorie de policiers qui sont racistes. Oui, effectivement, ils sont d'hommes race blanche, mais pas nécessairement. C'est dès que tu rentres dans la police, même les policiers hommes noirs, pourquoi ils n'ont pas intervenu ou interagi ou faire en sorte que ça ne se produise pas, parce que même on envoie des policiers noirs sur la brutalité contre des personnes de race noire, on appelle ça du black on black crime. Faite par des policiers noirs aussi. Dans ce cas-là, c'était un policier blanc. Ça suscite encore plus la frustration et la violence. Puis aussi, ça l'expose au grand jour ce que les personnes de race noire peuvent vivre aux États-Unis. Si on prend mon exemple, en 98, quand j'étais de passage au Tennessee, on sait que le Tennessee, c'est l'État où il y a eu la naissance du KKK. En 98, moi, homme blanc, quand je rentrais dans un commerce ou un 7-Eleven, j'avais un homme noir qui était pour arriver en même temps que moi. Ben, l'homme noir se tassait, ouvrait la porte, penchait sa tête et me laissait rentrer l'homme blanc en premier. En 98? Là. Ouais, on parle de soumission comme ça qu'on pouvait voir aux États-Unis. Aussi, souvent, je me faisais arrêter sur la rue si je portais une même paire de souliers. L'homme noir disait j'ai payé 5 $ de moins ma paire de souliers en raison que j'étais un homme blanc. Fait que le racisme est aussi présent. On aurait pensé que ça aurait pu descendre quand on a élu le premier président noir des États-Unis. Est-ce que le racisme a arrêté pour autant? Non. C'est une culture qui est au niveau des forces policières, puis auquel même les policiers noirs, certains vont encourager la pratique ou ils vont suivre le troupeau, la mentalité de certains pelotons pour en faire certains
des ajustements. Là, en ce moment, il y a des riots. Comment on dit ça en français, des riots? Des émeutes. Il y a des émeutes un peu partout en ce moment. Il y a du vandalisme. Est-ce que c'est la solution pour pouvoir s'exprimer puis faire comprendre un point? Là, qu'est-ce qui arrive en faisant ça? C'est frustrant. C'est leur moyen de s'exprimer. Est-ce que c'est la bonne façon? Non. Ce serait tout simplement de faire des marches dans les rues, solidairement, en scandant des mots et des propos, sans vandalisme, parce que là, en ce moment, vous allez donner raison à une certaine catégorie de personnes de race blanche à vouloir sortir les armes, puis se dire que je dois protéger l'Amérique, puis là, je dois respecter le deuxième amendement qui est le port légal, que tu as le droit à ta possession de défendre tes biens avec une arme à feu. Mais est-ce qu'on va se servir de ce contexte-là pour ne pas d'attendre d'être attaqué, mais plutôt d'attaquer puis d'enlever d'autres vies, malheureusement? C'est l'Amérique. C'est ça qui est triste pour ça. vrai. Ouais, c'est triste. Puis, tu sais, il n'y a pas de mots qu'on peut dire, puis on n'est pas placé en ce moment de dire quoi que ce soit, là, tu sais. Là, c'est place à la population de race noire à nous dire, aux leaders de race noire à vouloir parler à sa communauté, puis à la communauté autre que noire, sur comment ils voient les choses, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, pour enfin arriver à pas enlever le racisme complètement, mais qu'il y ait une diminution, puis qu'on fasse pas une égalité, là, une égalité entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Là. Faudrait que ce soit les leaders noirs et les leaders blancs qui se mettent ensemble, qui viennent parler devant la caméra, puis qui soumettent à la population un plan d'action non violent pour combattre ce racisme-là, grandissant avec toutes les armes à feu qu'il y a aux États-Unis, légales et illégales, avec aussi les degrés de palier d'intelligence, de certaines compréhensions de personnes là-bas qui s'y retrouvent. En ce moment, c'est dangereux de se promener dans les grandes villes aux États-Unis. Surtout si c'est une personne de race blanche en ce Oui. moment. Puis c'est triste qu'on soit rendu comme ça. Puis c'est malheureux que ça prenne des événements comme ça pour réaliser que la société est malade en ce moment, puis qu'on a besoin de... Tu sais, le racisme ne sera jamais enrayé à 100%, parce que toute personne est raciste. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas raciste envers quoi que ce soit, je le crois pas. On est tous racistes intérieurement envers quoi que ce soit. Là, il y a beaucoup de monde qui vont manifester. Ah, c'est plate, c'est dommage. Mais est-ce qu'ils pensent vraiment ou c'est juste pour suivre la vague puis de faire comme les autres? Yeah, j'embarque dans la parade, puis, mais dans le fond, je suis content qu'il soit mort, le tabarnak, qu'il me mérite. Il avait juste écouté les instructions du policier quand le policier a demandé de s'identifier, puis tout, puis tout, puis tout. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments sur les arrestations. Puis aussi, euh, il y a le talk qu'on appelle qui est entre les parents de race noire et leurs enfants, surtout avec des personnes de race, surtout les masculins, les jeunes adolescents masculins de race noire. Le talk, quand un policier vient, que tu sois dans le tort ou pas dans le tort, de juste coopérer avec ce qu'il dit pour éviter ce qui peut arriver, puis une dégringolade. Parce que certains policiers qui vont entrer dans les forces policières, ils ont une mission, oui, ils ont une mentalité raciste, puis ils vont se servir d'avoir le statut, puis de porter un fusil, puis une badge se croyant légal, qui peuvent faire de l'abus lors d'arrestation, puis dire, ben, il m'a pas écouté, j'ai eu peur à ma vie, il y avait un arme sur lui, alors j'ai appliqué un surplus de force non réglementaires auxquelles j'avais pas besoin de faire, mais que je justifie en raison que j'avais peur à ma vie puis que je représente l'ordre. Fait que ça, c'est des fausses excuses de vouloir continuer à faire la violence. Fait que moi, je dis à l'embauche des policiers, on devrait faire des enquêtes plus
sévère, puis connaître l'historique d'une personne, puis de savoir les intentions, pourquoi il veut rentrer dans la police. Parfait. Je suis bien d'accord avec ça aussi. On passe au dernier sujet. Ouais, T'es prête? ouais. Déconfinement. Déconfinement, yes, yo. Le déconfinement, de quoi j'en pense, man? OK, qu'est-ce que j'en pense, là? Ça, je parlais plutôt ce matin, puis en écoutant le Dr. Arruda, là, le Dr. Arruda, en ce moment, il est en train de subir ce qui est dangereux dans le déconfinement, c'est que là, on voit de ses pairs, les experts, ses collègues à lui, de critiquer ouvertement lors d'un article d'une publication de la directrice de Montréal, directrice en santé nationale de Montréal, de critiquer Arruda publiquement. Fait qu'est-ce que ça va faire en sorte? Ça va créer un certain doute à ceux qui croyaient en Arruda avec des applications de masque, pas de masque, lavage de mains et tout et tout. Arruda, il a retardé le port du masque parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire, puis il voulait pas causer une inégalité sociale en ceux qui peuvent se permettre de se payer un masque pour avoir le droit de circuler, puis ceux qui n'auraient pas le droit. La raison pourquoi il fait une suggestion, mais qui oblige pas, sous forme de réglementation, le port de masque dans les transports en commun. Maintenant, avec la distribution de masques, sans mettre une loi obligatoire, les gens devraient en prendre conscience puis porter le masque. On dit juste que si une personne porte le masque, ça ne protège pas de le recevoir, mais ça l'empêche d'infecter les autres. Alors, si toi, tu portes le masque, moi, je porte le masque, moi, j'empêche de te contaminer, toi, tu m'empêches de me contaminer. C'est ça qu'on veut, là. Ouais, si on va avoir une réduction, qu'on croit que ce soit une supercherie, ce virus-là, il est vrai, puis il affecte du monde, puis il peut tuer certaines personnes. Il faut rester vigilant. Puis comme que le docteur Arruda dit, si on baisse 10% qu'on change 10% de ce qu'on est en train de faire, on peut dégringoler puis être dans une situation catastrophique, puis qu'on soit en manque de lits pour les personnes qui vont être dans le besoin, puis qu'on va trouver une sélection naturelle. Donc, on ne veut pas en arriver jusque-là. Fait que moi, je continue à prendre les mesures de sécurité. Au travail, je porte les gants, je fais mon lavage, je fais mon lavage, je lave les mains avant, après, pendant, je porte mon masque en présence ou en contact de personnes, parce que c'est dur dans mon cas de respecter le 2 mètres. Alors, c'est ça. Faut juste respecter, suivre ce que le directeur national nous dit au Québec, de ne pas essayer de, même si on ne croit pas en ça, il y a un gouvernement qui est en place, ils ont été élus pour diriger la population. Fait que ce serait pas à mon désavantage que je crois pas à ça de faire de la désobéissance civile, auquel que je peux mettre le risque que si j'ai une certaine influence puis je ne pas respecter les règles, ben, qu'on peut tomber en bas de 10%, puis que ça peut affecter Montréal, puis après le Québec au complet. Alors, on regarde que le Nouveau-Brunswick interdit entre le Québec, puis si tu viens du Québec, tu ne peux pas aller au Nouveau-Brunswick. Si on t'attrape dans le Nouveau-Brunswick avec une plaque du Québec, ou sachant que tu es un résident du Québec, on te met en dehors de la province parce qu'ils ont des beaux chiffres, ils ont été stricts, ils ont appliqué les règlements. Ils sont rendus, eux autres, à quasiment un retour de la vie pratiquement normal par rapport aux mesures qu'ils ont prises. Nous Parce qu'ils n'ont plus de autres, cas, hein? ils ont pratiquement plus de cas, puis ils n'en veulent pas d'autres, puis ils veulent pas voir une deuxième vague. Fait que les autres ont décidé de fermer leurs frontières. Là. Fait que ils veulent pas, tu peux pas. Fait que ceux qui veulent aller à l'île du Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine, puis ceux qui ne savent pas, les îles de la Madeleine sont au Québec, mais il faut que tu passes par le Nouveau-Brunswick pour aller à l'île du Prince-Édouard pour arriver aux îles de la Madeleine si tu y vas par auto, bateau. Alors, ça va empêcher. Fait que ça peut. Ben, le tourisme va en prendre un coup peut-être dans ce coin-là. Mais sauf que les autres, j'y respecte aussi, puis ils font la bonne affaire. Peut-être qu'on est rendu là à fermer les frontières entre provinces pour vraiment mettre un stop, un ralentissement, jusqu'à temps qu'on en apprenne un peu plus sur le virus. Au début, on disait que le virus pouvait rester sur une surface de jusqu'à 72 heures, dépendant le type de surface. Puis là, maintenant, on dit que c'est plus vraiment vrai, que sa surface, il perd déjà
beaucoup de sa contagion puis de la possibilité de le transmettre à d'autres. Alors, tu sais, c'est encore nouveau. Là. On est à quoi? 3 mois là, du confinement, du virus. C'est tout nouveau, tout beau encore. Puis, en ce moment, les experts se contredisent. Fait que faut prendre les mesures de base puis les respecter. Moi, je les respecte en ce moment, les mesures de base. Ma petite famille les respecte. Jusqu'à maintenant, d'autres, on cogne du bois. On n'a pas été infecté ou du moins, si on l'est, on n'a rien ressenti. Si on a passé au travers, tant mieux, mais non, on respecte les règles. Par exemple, moi, hier, c'était ma première fois. Ce que ma femme, elle a fait toutes les semaines, d'aller à l'épicerie. C'est ça que j'allais te dire, là, Maxi. Ouais, j'ai eu plus peur à aller à l'épicerie que d'aller sur de passer une journée à mon travail avec les clients. Avec les fameuses lignes. Ouais, j'ai eu plus peur parce que tu vois qu'il n'y a aucun respect. C'était plus dangereux que j'ai dans un maxi que quand je suis en contact avec mes clients, que j'ai mes mesures de protection alentour de moi supplémentaires auxquelles que je peux appliquer puis imposer auprès des clients. Mais là, je peux pas rien poser à personne puis je peux pas rien dire. C'est là que j'ai fait une petite vidéo là, pour rire de ma peur puis de passer au travers. Puis je lève mon chapeau à ceux qui y vont à l'épicerie en ce moment là, puis qui reviennent, qui ne sont pas traumatisés de cette expérience-là. Comme toi, tu travailles dans la boucherie, tu dois en avoir toutes sortes de couleurs. Ben, je vois le monde qui ne respecte pas le 2 mètres. Je me suis fait reconnaître hier au Maxi. Puis là, à la fin, on portait nos masques. Là, à cause qu'il m'a connu, puis c'est une connaissance peut-être 15 ans passés, mais là, à la fin, il a enlevé son masque, puis il est venu mettre son épaule sur mon bras, son coude sur mon épaule pour me parler, puis j'étais comme, ouais. J'ai eu un malaise. Je suis pas à l'aise, mais j'ai pas été à l'aise de dire dégage aussi, parce que je voulais pas le blesser. Fait que c'est ça. Fait que ça a été toute une expérience pour moi. Fait que quand je suis revenu, j'ai été prendre une douche. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est la maladie mentale qui a parlé dans ce cas-là? Je crois que oui, là, mais j'aime mieux être safe j'aime mieux être prudent que ne pas l'être en ce moment. Là, puis prendre une chance de contaminer les personnes qui sont plus à risque que moi en ce moment, qui vivent avec moi à la maison. Parfait. Il faut juste être une conscience sociale, puis il faut respecter qu'on soit d'accord ou pas. C'est important parce que ça peut être ton proche à toi, comme tu es obligé de choisir si on te garde en vie ou pas, par rapport aux lits d'hôpitaux. Ça, les lits d'hôpitaux, on en a besoin aussi, pas juste pour les cas de COVID, pour les cas en attente d'opération, aussi les autres qui ont le droit aussi à leurs soins aussi puis qu'il ne faut pas enlever les lits pour ces personnes-là non plus. Donc, c'était ça? Ouais, c'est bien ça. Yes, part 2. Part 2? Excellent, c'est bon. Je te remercie, Gab. Donc, je te souhaite une belle semaine. Ouais, toi aussi, toi aussi.